Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025. L'on a célébré cette semaine les 40 ans de l'avènement de la télévision au Cameroun et à travers les découvertes, réflexions et bien d'autres activités commémoratives, l'on a revisité les années de fondation, le passage du monopole public à la pluralité de l'offre des contenus. Nous en parlons à Scène de Presse ce soir en regardant le chemin parcouru, les grandes mutations qui se sont opérées, les enjeux actuels et les perspectives dans un environnement compétitif et de plus en plus exigeant. Au menu également, nous évoquons la libération du sous-préfet d'Idabato et la prestation des Lions indomptables face à la sélection nationale des Swatini. Nous déroulons les sujets de ce soir avec le concours des invités de la CRTV, notamment Michel Dikoumé qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tout le panel et bonsoir à tous les abonnés et les téléspectateurs de Scène de Presse. Vous êtes communicante du comité central du RDPC. Merci de nous faire l'honneur d'être là. En face de vous, Dr Basile Ngono. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la CRTV. Vous avez plusieurs étiquettes. J'annonce que vous êtes philosophe, éthicien et bioéthicien, par ailleurs enseignant-chercheur d'éthique à l'École nationale polytechnique de Yaoundé. Vous travaillez également à l'école de police. Hein? Tout à côté de vous, Jean-François Mebenga. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir invité à ce plateau, un grand plateau. Journaliste, vous connaissez bien le visage, ancien de la CRTV, ancien chef de station, ancien directeur des programmes à la CRTV, aujourd'hui consultant dans les médias. Merci également d'être là. Je termine par Jean-Baptiste Biaillé. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Directeur de publication du journal Prospective Nouvelle. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de la CRTV. La télévision au Cameroun est née le 20 mars 1985 dans les couloirs du Palais des Congrès de Bamenda. Nous sommes bien sûr dans le cadre du congrès de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, qui donnera naissance le 24 mars au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC et le New Deal, le renouveau. La Cameroun Television, qui voit le jour le 26 avril 1986, occupera provisoirement le premier étage du Palais des Congrès de Yaoundé avant le baraquement derrière la maison de la radio et finalement le centre de production de Mbala 2 en 1987. Alors, le contexte des années de fondation de la télévision n'est plus le même. Vous vous en rendez compte. Ce que le directeur général de la CRTV, le directeur actuel, Charles Ndongo, appelle le temps de l'audace et du changement du paradigme, le temps de l'éclosion d'une nouvelle ère pour l'audiovisuel public est passé. Alors, quel regard portez-vous en tant que téléspectateur avisé? Quel regard posez-vous sur le chemin parcouru par la télévision, médias de masse? Je commence par Michel. Voilà, la CRTV, elle fait notre fierté. Parce qu'il me souvient que pendant les années 80, fin des années 80, début 90, lorsque nous étions étudiants ailleurs, déjà en Afrique, il y avait certains pays qui étaient détenteurs de chaînes de télévision, ce que le Cameroun n'avait pas. Pourtant, c'est des petits pays. Et en 85, lorsque la CRTV arrive, ça a été quelque chose de magnifique parce que là, tant dans le fond que la forme, l'image était concurrentielle, ça, on pouvait le dire. Les contenus, on les découvrait. On découvrait également le Cameroun à la carte, ce que nous ne savions pas. Les régions étaient là. Et en tant qu'enfant de fonctionnaire, peut-être qu'on faisait le tour des provinces après les affectations de nos parents, mais on ne connaissait pas le Cameroun profond. Il nous échappait réellement. Et avec l'avènement véritablement de la CRTV, nous avons appris à connaître ce qu'était la CRTV. Et puis la CRTV, tout au long, n'est-ce pas, du temps qu'il a mis, est devenu un outil un peu trop pédagogique. C'est-à-dire que pour les populations, pour les élèves, les étudiants, et même nous avons vu pendant la Covid, la CRTV faire quelque chose de magnifique. C'était des cours à distance, c'était des cours visuels. Et la CRTV aujourd'hui, on peut le dire à son bonhomme de chemin, même si quelque part il y a quelques couacs sur lesquels nous pourrons peut-être revenir. Jean-Baptiste. Ben écoutez, d'abord, joyeux anniversaire à la CRTV qui vient de célébrer ses 40 ans d'existence. Mais il faut dire que cet anniversaire de la CRTV aujourd'hui coïncide avec l'avènement de la télévision au Cameroun, dont en réalité, on célèbre au Cameroun l'avènement de la télévision parce qu'il n'y avait rien avant. Et donc, la télévision est sortie des fonds baptismaux. J'allais dire, c'était un accouchement par césarienne, comme vous le savez très bien. Et Madame a dit tout à l'heure, et je crois que
lorsqu'on regarde les pays qui nous entouraient à cette époque-là et qui étaient déjà bien avancés que nous. Dans mes fiches, je vois par exemple la naissance de la télévision au niveau du Gabon, tout près de nous. C'était en 1963. Vous avez la télévision équato-guinéenne depuis 1968. Vous avez en Libye, par exemple, je prends des exemples comme ça au hasard en Afrique, depuis 1977, et le Cameroun, qui était en Afrique centrale, considéré comme le moteur de l'Afrique centrale, traînait encore le pas à avoir une télévision jusque-là. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que dans les tiroirs de la présidence de la République, on nous a raconté une anecdote où le dossier était tout à fait en poussière là-bas. Vous connaissez des têtes couronnées de cette télévision-là à l'époque, au niveau de la présidence, Sengiamba Loussiri, qui deviendra par la suite directeur général d'Intelcam. Gervais Mendozé était parmi ceux-là à la présidence. Il est devenu directeur général de la CRTV. Biiti Biesam est devenu ministre de la communication par la suite. C'est eux qui étaient dans l'unité de télévision à la présidence de la République. Vous avez également d'autres personnes comme ça qui ont travaillé pour l'éclosion de ce projet-là. Et il faut noter qu'il y a eu un certain nombre de têtes couronnées à la naissance de cette télévision, parmi lesquelles les Keye Dogo, les Charles Ndongo, les Denis Epoté. On va parler Jean-Baptiste. Je voudrais m'adresser au docteur Ngono. Est-ce que le temps qu'on a mis à attendre une unité de télévision opérationnelle au Cameroun, est-ce que cela nous a permis d'avoir effectivement, à ce jour, quand vous regardez le parcours, la télévision que les Camerounais attendaient? Oui, je pense. Je dirais un regard extérieur, mais quelqu'un qui a été fidèle à la CRTV, malgré l'exil. Mais je me souviens un jour, je discutais avec un ancien journaliste de la CRTV, Ifouba Onana. Ifouba Onana me disait qu'en fait, nous avons attendu et on a eu quelque chose de sérieux. C'est ce qu'il m'a dit. De passage à Paris, je parle avec lui, il me dit « L'attente n'a pas été vaine ». Parce que comme vient de dire Jean-Baptiste, c'est depuis 1970 qu'on a commencé à maturer le projet. Le directeur général, pendant le colloque, a d'ailleurs fait une rétrospective. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit un jour que la télévision est la fille aînée du renouveau. Il n'a pas tort. Parce qu'en fait, l'avènement de la télévision, quand on parle même de vivre ensemble aujourd'hui, on parle de vivre ensemble. Les rares personnes qui avaient la télévision, m'a-t-on dit, c'était tout le quartier venait, c'était un lieu de rassemblement de toutes les composantes populationnelles camerounaises qui allaient pour suivre la télévision. On veut dire donc la télévision, oui, il y a eu quelque chose, elle a toute son importance, elle a marqué de manière indélébile, et elle marque encore de manière indélébile l'ethos camerounais. On a la chance d'avoir Jean-François Mbenga, qui a connu la radio, et puis après la télévision. Il a été responsable des programmes à la télévision. Lorsque le président Biya vient inaugurer cette télévision, il dit il attend que cet instrument puisse travailler dans le centre d'orientation de l'opinion publique. Est-ce que la télévision camerounaise, jusqu'à ce jour, a pu travailler dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour la vie nationale? Merci. Vous savez que la télévision naît dans un contexte de monolithisme. C'est-à-dire que on n'avait pas de télévision. Donc, on avait le monopole. On avait le monopole en ce qui concernait la télévision, parce qu'effectivement, tel que vous l'avez relevé, nous avons accusé un certain retard, mais il fallait d'abord réfléchir pour se lancer dans l'aventure. Donc, quand on inaugure le siège, le président dit un certain nombre de choses. Il dit d'abord que il faut considérer cette télévision comme un attribut du pouvoir. Parce que nous étions dans le monolithisme. Comme un attribut du pouvoir, ce qui voulait dire que c'était d'abord
donner priorité à la communication présidentielle. Enfin, il ne l'a pas exprimé de cette manière-là, mais nous avons compris, nous journalistes, on a compris qu'il s'agissait de faire attention, de privilégier la communication présidentielle. Et ensuite, il fallait que la télévision rentre dans la tradition de la presse, c'est-à-dire avec les 3 modules, informer, éduquer et distraire. Et c'est à partir de là que le caractère national, n'est-ce pas, de la télévision se révèle. C'est-à-dire qu'il y a des missions d'information, il y a des missions d'éducation et il y a des missions, n'est-ce pas, pour le bonheur des Camerounais, de distraction. Divertissement. Alors, cette ligne éditoriale que le président prescrit à la CRTV n'a pas déçu les Camerounais parce que les Camerounais attendaient cette télévision dès lors qu'on avait annoncé la télévision. Et c'est pour cela que la télévision, dans un premier temps, a connu de grands moments de fascination. Bon, maintenant, au niveau de l'opinion, lorsqu'on parle de la fille aînée dans la tradition bantoue, vous savez, la fille aînée apporte l'abondance. Elle apporte l'abondance, c'est un présage de l'abondance. Et l'abondance, justement, ici, c'est les services que la CRTV va offrir aux Camerounais. Et lorsque nous parlons de l'opinion, vous savez très bien que la CRTV a réussi à rapprocher les Camerounais entre eux. Et ça fait qu'au niveau de la cohésion nationale, nous avons beaucoup gagné grâce à la CRTV. Mais en même temps, on fait quand même le reproche au parti au pouvoir de s'être approprié cet instrument, cet outil de communication de masse, au point où il y a eu une confusion entre l'information présidentielle et l'information sur des individus qui appartiennent à ce parti politique. Vous êtes au courant de ces débats sur la télévision camerounaise. Peut-être le reproche qu'on peut faire à la télévision camerounaise aujourd'hui, c'est celui-là. Lorsque le président de la République inaugure en 1988 cette tour de Mbaladeu ici, eh bien, il a déclaré que la télévision est l'instrument du gouvernement. Sauf que par la suite, et dans la suite des événements, d'ailleurs, on vous l'a dit tout à l'heure, le contexte dans lequel naît la télévision camerounaise, ce n'est pas simplement parce qu'il y avait un congrès à Bamenda et que l'UNC devenait l'ORDPC. Vous savez qu'il y a eu, après 1982, l'arrivée du président au pouvoir, il y a eu une secousse importante qui nécessitait que les Camerounais d'ici et d'ailleurs soient informés. C'était le coup d'État manqué de 1984 et il n'y avait pas de télévision. Vous savez qu'en 1985, justement, au moment où la télévision naissait, c'est la même année que le pape venait pour la première fois au Cameroun. Donc il y a une série d'événements qui ont, pour ainsi dire, poussé M. le Président de la République à prendre une décision audacieuse à offrir aux Camerounais une télévision parce que jusqu'à ce niveau-là, on était inondé par des informations qui venaient plutôt ailleurs. Ma question, c'est donc, qu'est-ce qu'on en a fait? Il a offert qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on l'a utilisé à bon escient? Est-ce que chacun a fait ce qu'il voulait? J'ai très bien compris votre question. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Nous sommes dans les années de Brest, peut-être qu'on arrivera à ce stade-là. Nous sommes dans les années de Brest, de 90-91, à la naissance du premier parti politique d'opposition, puisque les vents d'Est avaient soufflé et la bourrasque est arrivée au Cameroun. L'OSDF naît à Bamenda le 26 mai, si mes souvenirs sont exacts, et il y a une marche qui est réprimée dans le sang. Les forces de maintien de l'ordre ont tiré à balles réelles sur la foule. Il y a eu les corps. Ce que je raconte là, c'est une histoire et on ne peut pas la dénaturer. Sauf que le pouvoir, et c'est là l'instrumentalisation que je voudrais montrer et démontrer, ce que le pouvoir demande aux journalistes de la CRTV, de ne pas dire aux Camerounais que les forces de maintien de l'ordre ont tiré à balles réelles et des gens sont morts, mais que
les gens sont morts piétinés à Bamenda. Quelqu'un dira même par la suite qu'ils ont été piétinés par Bao. Donc, pour vous dire... Je n'avais pas terminé. Pour vous dire l'instrumentalisation à ce moment-là, à la fois de l'outil, mais de ceux qui font l'outil. Merci. Alors, nous étions en 1985. En 1985, le président sort du Congrès et organise le Congrès et prend une ressource politique qui est le parti. Et il fallait des instruments d'accompagnement, c'est-à-dire les ressources d'accompagnement. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit que la télévision était un attribut, comme vous l'avez dit, un attribut de pouvoir. Et ce pouvoir, justement, c'est pour prendre aux Camerounais à vivre ensemble. Parce qu'on sort de Bamenda, à Bamenda, c'était pas du gâteau. Il y avait un débat sérieux à Bamenda entre les anciens et les nouveaux. Et c'est pour cela que, de manière consensuelle, on arrive à cette appellation LDP-UNC, LDP devient LDPC. Bon, donc, la CRTV sert d'outil d'accompagnement en matière de l'opinion publique, en matière de la cohésion sociale, n'est-ce pas? Donc, c'est la fonction que la CRTV va exercer en ce moment-là, en dehors des fonctions traditionnelles, n'est-ce pas, d'informer, etc. Maintenant... Est-ce qu'on l'a instrumentalisé? Alors, l'instrumentalisation, en cette période-là, n'était pas indiquée, parce que je dis, on était dans un parti unique, dont le Cameroun n'était pas encore dans le pluralisme, n'est-ce pas? Alors, donc, l'instrumentalisation, disons qu'on l'a beaucoup utilisé, parce que c'était le seul média majeur dont on disposait en ce moment-là. La caisse de résonance du pouvoir. Donc, c'était le seul média majeur dont on disposait, et il était normal qu'on l'utilise à l'excès, qu'on l'utilise effectivement comme le tam-tam. C'est-à-dire qu'à tout moment, il fallait l'utiliser. Mais instrumentalisation, c'est dire qu'on a isolé les autres. Mais non, puisque dans les missions, n'est-ce pas, qui sont confiées à la CRTV TV, il faut penser aux minorités, il faut des émissions des programmes pour les minorités, n'est-ce pas? Il faut des programmes d'éducation, et c'est dans ces programmes d'éducation qu'on va apprendre aux gens à mieux se connaître, à se rapprocher et à avoir des objectifs communs, n'est-ce pas? Donc, c'était le moment de construction du régime de Paul Biya. Parce qu'en 1985, il a 3 ans. On peut même dire 2 ans, puisqu'il a été élu en janvier 1984. Il a été élu président de la République en janvier 1984. Donc, il est en stade de construction. Et la CRTV est la bienvenue, parce que c'est la CRTV qui va donc l'accompagner. Je voudrais quand même entendre Michel sur cette question-là, Dr Ngono, c'est-à-dire que l'un des reproches qu'on fait à la télévision qui naît au Cameroun, ces reproches-là est justement lié à votre parti. C'est-à-dire que le président a donné une orientation qui ne voulait pas dire RDPC prenez la télévision en otage. Mais c'est l'impression que les gens ont eue. Est-ce que vous êtes au courant de cette impression-là? Vous faites bien de parler d'impression. Ce n'est qu'une impression parce que la CRTV, qui est le média national, se doit ici, n'est-ce pas, de recadrer les mentalités. C'est un outil de cohésion sociale. La CRTV ici, c'est un outil pédagogique, comme je l'ai tantôt dit à l'entame de mon propos. Donc, la CRTV connaît des concurrents aujourd'hui, des concurrents qui, la plupart du temps, sont commerciaux et qui aiment à traiter de l'information périphérique. Alors, lorsque le gouvernement a une communication à l'endroit des populations, généralement, la CRTV a la primeur. Et c'est ça qui n'arrange pas. On estime donc qu'elle est instrumentalisée. On estime qu'elle est également instrumentalisée parce qu'elle joue également des fonds venus, n'est-ce pas, du droit de regard de la majorité des Camerounais. Et ce qui n'arrange pas les autres qui se sentent. La redevance audiovisuelle, pour ne plus le nouer. Les gens se sentent assez marginalisés par rapport à cela. Et j'ai dit non. Dans une maison, on a généralement un chef. Et même dans toutes les autres démocraties, nous avons toujours un média pour l'État. Si en France aujourd'hui, vous avez la gauche au pouvoir, il y aura un média partisan de la gauche qui sera là tous les jours à claironner, à dire si, et ça. Pour gouverner, on a besoin de communiquer. Et pour communiquer, on a besoin d'avoir son média. Alors, la CRTV, qui est un média d'État, est plutôt au service de la nation.
Et pour une meilleure construction nationale, nous avons besoin d'un média comme la CRTV, comme je disais, pour pouvoir regarder les mentalités. Ne perdez pas de vue qu'avant la télévision nationale, le Cameroun sort des sentiers battus, n'est-ce pas, des champs de bataille multiples au sein, n'est-ce pas, de notre nation. Parce qu'avec la démocratisation, justement, la communication, il y a plusieurs autres médias périphériques aujourd'hui qui existent, qui sont là pour pouvoir donner d'autres sons de cloche, mais que nous voulons, n'est-ce pas, dans le sens de la cohésion nationale et non dans celui du désordre. Et parce qu'on ne permet pas le désordre, on ne permet pas des écarts de langage, on ne permet pas une certaine liberté de ton qui viendrait, n'est-ce pas, verser de l'huile sur le feu par rapport à une situation donnée. Mon voisin de gauche, M. Biaye, qui est d'ailleurs un média très proche de l'opposition, estime que la CRTV est partisane et qu'elle est instrumentalisée. Je crois que non. C'est une très mauvaise approche, une très mauvaise compréhension de la chose. Bon, j'ai toujours été l'une des Camerounaises qui a estimé qu'au niveau, n'est-ce pas, de la devance audiovisuelle, qu'on essaye aussi de faire attention à d'autres médias sur la scène nationale, voir de quelle manière cette répartition, même si elle n'est pas équitable, pourrait bénéficier d'un certain pourcentage à l'endroit des autres, afin de permettre que justement, si on dit que la presse est libre, qu'elle soit un peu libre. Puisque mon voisin, M. Biaye, reçoit des relevances en tant que presse écrite, pourquoi au niveau de l'audiovisuel, on ne donnerait pas quelques biscuits aussi allant dans ce sens-là? Donc c'est pour vous dire que quelque part, la CRTV n'est pas instrumentalisée, c'est un média d'État qui ne devrait pas se comporter comme un média essentiellement commercial, qui est là pour ses intérêts personnels, mais pour l'intérêt de la nation, la CRTV fonctionne. Ben écoutez, je voudrais dire, avec votre permission, non pas forcément parce que je voudrais répondre à madame, qui a très bien développé son argumentaire, mais dites toute proportion gardée que même s'il y a eu des évolutions de la CTV à la CRTV, des améliorations avec aujourd'hui un top management actuel qui a beaucoup fait travailler, qui a amélioré l'offre des programmes, qui aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision, elle est gaie, les studios sont gays. Donc beaucoup de choses se sont améliorées. Il faut être capable de le dire, peut-être avec l'avènement de ce top management. Mais nous avons parlé de la genèse et nous sommes en train de progresser pour arriver à ce stade-là aujourd'hui, madame. Donc, hier, ce n'était pas ça. Et on ne peut pas éluder le débat au sein de la télévision nationale qui a été celui entre les anglophones et les francophones, par exemple. Est-ce que vous savez que dans l'opinion publique, on savait que les journalistes anglophones étaient mieux ceux qui donnaient la bonne information à la CRTV et que les francophones biaisaient de temps en temps. Ce débat-là n'est pas terminé aujourd'hui. Alors voilà le reflet de la télévision nationale qu'on renvoie à l'opinion. Donc on ne peut pas dire que c'est le contraire. Ce débat-là continue d'exister jusqu'aujourd'hui. Juste un détail. Juste un détail. Je voudrais dire que nous étions au démarrage. Et au démarrage, nous avions deux écoles, n'est-ce pas? L'école anglo-saxonne, où le fait, on privilégie le fait d'abord. Et nous, les francophones, l'école française, où on traite le fait et le commentaire. On mélange le fait et le commentaire. C'est-à-dire qu'on voudrait que vous ayez le fait et qu'en même temps, on vous l'explique. Alors, c'est ça qui faisait justement la différence. C'est-à-dire la différence était au niveau de la technique de traitement de l'information. Mais ça a évolué. Parce qu'aujourd'hui, tous les journalistes, lorsqu'il s'agit d'une cause nationale, défendent la cause nationale. Donc, il n'y a plus de discordance à ce niveau-là. Mais j'ai dit, on a connu un début. Et il y avait beaucoup de choses à organiser pour qu'il y ait la cohésion professionnelle dans cette maison. Il y a un savant qui dit que l'homme n'est bon. Parfois, c'est l'environnement qui le détourne. Oui. Le président de la République a voulu offrir aux Camerounais un outil de communication, un outil de socialisation, un outil de médiation. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? Essayons de parler un peu des acteurs. Les acteurs qui sont passés par la télévision des années 85 à aujourd'hui. JBB pose un problème, les années de Braise en 90, il y a eu beaucoup de choses, on peut comprendre. Est-ce que les acteurs eux-mêmes, au-delà de l'instrument, ont joué le jeu? Le jeu qui était celui, l'orientation donnée par le chef de l'État. Si je m'en tiens, moi j'ai suivi, je connais bien l'histoire de la CRTV, de la télévision, à partir du dernier colloque. Ça veut dire que, comme a dit M. Jean-François Mabenga, c'est une construction. Et une construction, c'est avec des hauts et des bas. Mais maintenant,
dire que les acteurs, quelqu'un comme les premiers directeurs ont bâti, ils ont consolidé, ils ont mis la fondation, et ceux qui sont arrivés ont continué à faire ce travail. Moi, si on me pose la question de qu'est-ce qu'on a fait de la CRTV, je dirais tout simplement que c'est un instrument qui a donné naissance à une culture citoyenne à un moment. Ça veut dire qu'en fait, à partir de la télé, nous, au loin, on voyait plutôt un nous Camerounais qui s'exprimait à travers des personnes, hommes et femmes, qu'on voyait derrière le petit écran. Maintenant, dire si les directeurs ont joué de l'instrumentalisation ou si ils ont été contre, ça, je ne saurais pas le dire. Déjà, la télévision, ce n'était pas tous les jours. Il faut se dire. Donc, c'est d'abord, moi, je garde un instrument de construction de vivre ensemble. Je regarde aussi un instrument, peut-être avec Médosé, qui a donné un pan aux religieux, qui a aussi son rôle à jouer dans la construction d'une république. Parce qu'en fait, les critiques qu'on a souvent entendues étaient du laïcisme, c'est-à-dire mal gober la laïcité française pour l'appliquer au Cameroun. Donc oui. Il y a eu les années 90, il y a eu les lois sur la communication sociale, il y a eu des flottements quand même pendant le retour au multipartisme. À la CRTV par exemple, on a perdu beaucoup d'annonceurs, d'autres chaînes se sont ouvertes. Est-ce que tout cela a contribué à recentrer le travail que devait faire la CRTV? Oui, lorsque vous parlez des 90, c'était les années de l'euphorie de la démocratie au Cameroun. Les gens se permettaient un peu de tout, on casse, on brûle, etc., etc. Mais aujourd'hui, la télévision que nous avons aujourd'hui, la CRTV que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la CRTV d'hier, c'est plus la CRTV d'hier. Pourquoi? Parce que nous démarrons avec une chaîne de télévision nationale, n'est-ce pas? Et dans cette chaîne, il y a la pression des programmes. La pression des programmes au point où les gens n'avaient pas, par exemple les anglophones se plaignaient du fait que le temps d'antenne qui était réservé aux émissions aux anglophones était limité, était court. Les francophones, c'était la bousculade, c'est tout le monde, toutes les administrations. Alors, donc, la pression était tellement forte qu'au niveau de la gestion des programmes, au niveau de la gestion, je dis tout court, de la télévision, il était difficile de parvenir à des bons résultats. Mais aujourd'hui, depuis janvier 2018, le top manager actuel a pu trouver une issue. Première issue, nous avons une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne qui nous produit de l'information en continu. Parce qu'en fait, tout tournait autour du politique et du social. Or, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec ça, et auquel il manquait effectivement. Et vous comprenez maintenant le sens de ma question. Est-ce que les politiques ne se sont pas accaparés la télévision qui était un outil de la nation? Elle était unique. C'est ça le problème de l'époque, c'est qu'elle était unique. Alors, vous voyez donc que maintenant, nous avons 2 canaux. Alors, thématiques, le sport, information sport, l'information continue. Etc. Alors, ça fait donc à partir de là, le poste national, c'est-à-dire la chaîne principale... Et même le web, hein? Et même le web, c'est ce que j'allais oublier. Donc, pour les autres qui aiment avoir une information de distraction, etc., etc. Bon, donc, ça fait donc qu'il y a eu des congestions, et avant, il n'y en avait pas, et c'est ça qui posait problème, parce que tout le monde voulait venir à la télévision. Alors, avec la décongestion, ça fait que l'antenne principale, c'est-à-dire la chaîne principale, évidemment, fait du généraliste, ce qui est normal, et les autres sont thématiques. Et ça fait donc qu'il y a moyen de choisir le canal que vous voulez écouter. Alors qu'avant, il n'y avait pas de choix.
Donc la pression était forte. Et on a donc connu tout cela. Et on privilégiait effectivement, quand l'agriculture arrive avec son magazine, bon, évidemment, il fallait privilégier l'agriculture, alors que peut-être les minorités, c'est pas moi, Baka, voulait aussi avoir une place à la télévision. Ça n'allait pas, on disait, voilà, l'État a tout pris. Comment faire oublier aux Camerounais l'idée que la télévision nationale est accaparée par le parti au pouvoir? Il n'y a qu'à voir les comptes rendus des meetings politiques. On est le 24 mars, là, dans quelques jours. Ouvrez la CRTV, vous allez voir les comptes rendus des meetings d'un seul parti politique. Mais en réalité, nous sommes dans une démocratie aujourd'hui. L'argument qu'on utilise souvent, Jean-Baptiste, c'est que les autres ne sollicitent pas autant la CRTV. Ça, je ne peux pas savoir, mais une chaîne qui est une chaîne nationale n'a pas besoin d'attendre qu'on sollicite pour aller couvrir les activités des autres. Parce que c'est la chaîne de la nation, finalement. Moi, je pense il faut qu'elle soit sollicitée. Oui. Moi, je pense qu'il faut qu'elle soit sollicitée. Vous réduisez le média au seul journalisme. Et je voudrais qu'on sorte un peu de là, de comprendre que le média, c'est toute une construction qui n'est pas que du journalisme. Alors, lorsqu'on vous dit que vous n'êtes les autres partis politiques ne sollicitent pas suffisamment le média national, ça veut dire que il se réfère à d'autres médias tels que, je ne vais pas citer les noms ici, des médias proches, très proches de leurs idéaux. Donc c'est ça le véritable problème. Et même des militants du RDPC pourraient aussi se plaindre de cela. Que dans d'autres médias périphériques, là, ils ne sont pas sollicités. Et souvent, même lorsque nous arrivons sur les plateaux, on est en minorité, c'est souvent du 4 contre 1, c'est toujours du 3 contre 1. Constamment, nous vivons ça. Nous pouvons nous aussi nous plaindre en tant que militants du RDPC d'être mis en minorité par d'autres médias. C'est justement le combat là qu'il faut éviter. Parce que si une chaîne est nationale, elle est nationale pour tout le monde. Et donc, de ce point de vue, si elle est simplement la caisse de résonance du parti au pouvoir simplement, ça crée problème. Mais vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de diversification de l'information à la CRTV. Non, ce n'est pas ce que je dis. La CRTV a fait des pas, je l'ai dit tantôt. Et je crois que je corrobore également votre idée selon laquelle le top management a diversifié l'offre aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose à féliciter. Hier, c'était une seule CRTV mère. Aujourd'hui, il y a la CRTV News, la CRTV Web même, mais la CRTV Sport, qui sont des chaînes qui sont venues donner beaucoup plus de visibilité, d'ampleur, mais surtout de la langue à la chaîne mère. Je dis, et je persiste et je signe, à partir du moment où la chaîne nationale ne va pas aller vers d'autres types. Je ne parle pas de partis politiques parce que dès que je vais parler de partis politiques, vous allez croire que je viens représenter ici les partis d'opposition. Mais aller vers d'autres sources que le RDPC, pour ne pas le nommer, le parti au pouvoir, eh bien, les populations, les citoyens auront l'impression que c'est véritablement leur chaîne. Voilà l'idée que se fait le citoyen lambda lorsqu'il regarde la CRTV qui aujourd'hui vient de fêter également ses 40 ans et s'est regardé dans un rétroviseur. Donc moi je pense que il aurait fallu la créer, on l'a créée, elle a évolué, elle a connu des soubresauts, oui d'accord, et elle s'est améliorée, elle s'est même nettement améliorée, elle continue, parce que la seule chaîne que nous suivions à l'époque c'était la CRTV, il n'y avait pas une autre. La CRTV a donné des excroissances, si vous me permettez l'expression, parce que toutes les chaînes qui sont nées aujourd'hui, qui sont dites des chaînes privées, mais c'est parce qu'elles regardaient ce que la CRTV faisait. Le top management a une orientation qu'il est en train de suivre, mais il y a quand même la pression de l'élite politique et administrative. Vous parlez du 24 mars là. J'imagine que le directeur général de la CRTV ne dort pas parce qu'il faut diffuser tel meeting qui vient de tel village, ce qui est bien. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement le faire pour tout le monde? Quand même. On a évité de me donner des réponses par rapport à cela. Quand je parle d'accaparement de la télévision par l'élite politique administrative. J'ai été pris en tenaille par le RDPC. Jean-François, c'est un hiérarque du parti, vous le savez très bien. Et que madame est à côté. Donc j'ai été pris en tenaille. Heureusement que vous êtes venu également à mon secours. Je vais dire une chose. Partout ailleurs, partout dans le monde, c'est l'élite qui est à la télévision. Bien sûr. Après, il faut le dire, partout dans le monde, c'est l'élite qui est à la télévision. Ça veut dire que il a fallu créer France 3.
France 3 qui à un moment reprend l'autonomie et parle des régions. Mais sinon, à France 2, c'est l'élite qui est là. Ouais, c'est l'élite. Moi, je fais Tout simplement. Et que même lorsque TF1 arrive, c'est l'élite qui est à la télévision. En fait, nous, fils de... Mais est-ce qu'on doit suivre ce schéma-là, même s'il est pervers? Je ne peux pas dire. Je dirais qu'il n'est pas pervers. C'est vrai que cette semaine, on nous a annoncé la fermeture de VOA. Je dirais que c'est... Pour des raisons évidentes, mais est-ce qu'on doit... En fait, c'est ainsi. Ça veut dire qu'en fait, c'est ainsi, généralement, que même dans l'histoire de la presse part des régions. C'est toujours les élites qui animent la presse dans les régions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une presse régionale forte, parce qu'en fait, elle émane des régions. Donc, partout ailleurs, c'est l'élite qui est aux commandes. Mais maintenant, peut-on dire que la CRTV n'est que pour Yaoundé? Moi, de temps en temps, je suis de mon atelier, je suis heureux de voir un meeting des gens de chez moi à la CRTV. Et que, comme Séverin dit, si l'opposition n'appelle pas la CRTV. Non, c'est pas moi qui dis, c'est l'opinion qu'on développe. Il faut pas mettre si on n'appelle pas, parce qu'en fait, il faut faire une demande, il faut faire une démarche pour être accompagné et pour que son meeting soit couvert. Non, mais je crois qu'il n'y a pas, faut pas croire qu'il y a un paradoxe à ce niveau-là. C'est-à-dire croire que les partis politiques de l'opposition qui ont un programme à la CRTV n'aient pas droit à des couvertures de la CRTV. Mais non, c'est-à-dire que les gens ont des préjugés, les gens se réservent, mais lorsqu'il y a un débat ici, vous savez, à chaque élection, l'opposition a sa place ici. Oui, mais ça, ce sont les aménagements, avec votre permission, ce sont les aménagements, j'allais dire, réglementaires. L'expression des partis politiques rentre dans un règlement bien donné. C'est-à-dire qu'on sait que ceux qui doivent intervenir pour les élections sont ciblés. Mais vous savez que les partis politiques sont plus nombreux que ça. Non, et tout le monde a envie de parler à la télévision. Si vous les isolez, c'est-à-dire que vous allez mettre les opinions nationales en confrontation et on n'atteindra pas l'objectif. N'est-ce pas? Alors, donc, ici... l'opposition rentre ici à tout moment. Lorsqu'ils ont des événements, ils viennent prendre des équipes de reportage ici. Bon, mais sauf que c'est pas régulier, c'est pas abondant. Bon, et deux fois, lorsqu'ils apprécient la qualité de leur réunion, ben, ils se disent que ça ne vaut pas la peine d'aller appeler la CRTV. Donc, il y a des cas. Mais sinon, la maison, l'air est ouverte. Alors, parlons un peu en quelques secondes. Avec votre permission. Vous ne m'avez jamais rien refusé. Ce n'est pas au cours de cette émission que vous allez me refuser la parole d'une seconde. Parce qu'on parlait des acteurs tout à l'heure. Et comment faire pour ne pas évoquer le fait que certains des acteurs, s'ils ont été de très bons professionnels, peut-être des exemples à suivre, des icônes, il y a certains, malheureusement, qui n'ont pas fait leur travail. En tout cas, l'opinion et le reflet de l'opinion, c'est cela. Comment peut-on trouver un journaliste de télévision qui, lorsque on voit l'image du président à la télévision, il finit de dire encore aux téléspectateurs que le président est habillé en cravate, en veste rouge, en bracelet, en auto-bracelet. Il perd le temps des auditeurs, des téléspectateurs sur des histoires comme ça. Voilà les critiques. Mais le président de la République a un avantage. Il a la notoriété avec lui, pour faire attention. S'il vous plaît. Le président de la République, c'est pas n'importe qui, il a la notoriété avec lui. Donc on peut s'intéresser à son habillement et ça fait un fait de... Mais c'est ça la télévision. On s'intéresse à la gestion. Oui, mais le problème, c'est que le message ne passe pas. Non, tout le monde voit le président. Si un président ne s'habille pas bien, il ne met pas de grandes fargavates, il sert à quoi d'être donc président? Et donc ça ne sert à rien d'un acteur, journaliste, de venir dire à tout le monde ce que lui, chacun voit, qu'il est bien habillé, qu'il a une veste rouge, qu'il a même une montre bracelet en or, qu'il a une chaussure croco. Et il perd le temps aux téléspectateurs pour rien. Voilà les reproches qu'on fait généralement à une certaine CRTV, en tout cas dans un passé récent, puisque des choses se sont nettement améliorées, je vous ai dit. Moi, quand je regarde la CRTV aujourd'hui, sous M. Charles Nongo, elle est trop ouverte aux opinions contradictoires. Donc, je voudrais dire qu'il y a eu des nettes améliorations, ce qui n'était pas le cas par le passé. Il fut un moment,
les gens de l'opposition étaient une plèbe pour entrer à la CRTV. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et bravo au top management actuel. On accepte des débats contradictoires. Et j'ai suivi M. Charles Ndongo lors de ce 40e anniversaire. Dans son propos inaugural, il a demandé qu'il veut la contradiction. Il a demandé à ses journalistes de créer des émissions de contradiction. Et bravo à vous, monsieur. Si on n'est pas prêt à le dire, vous qui animez cette émission de grande écoute, de mener toujours des gens qui ont des contradictions, mais un débat responsable. Mais ce que vous n'avez pas fait votre travail et vous n'avez pas compris, monsieur le directeur général de la CRTV. Parce qu'il veut la contradiction, ce qui n'était pas le cas hier. Merci pour le complément. Il y a eu à partir du lundi 17 mars une série d'activités organisées par la Cameroun Radio Television pour marquer le 40e anniversaire après la création à Bamenda. On a eu droit aux journées portes ouvertes et le carrefour des métiers organisé sur l'esplanade de la CRTV au siège à Yaoundé. Pendant 2 jours, on a eu droit au vernissage de l'exposition Wall of Fame et un colloque scientifique a été également organisé sur le thème « La télévision dans le nouvel environnement de communication ». Cela nous amène à aborder la question « Comment la Cameroun Radio Television doit-elle se réinventer, s'adapter à un univers compétitif et exigeant ?» On est d'accord qu'il y a eu des avancées. Maintenant, regardons un peu l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons au top, pour que la CRTV soit au top et puisse répondre aux attentes des publics? Oui. À ce sujet-là, je voudrais dire que la CRTV a un très grand chantier et même en chantier. Vous savez que nous devons passer à la télévision numérique terrestre. Nous accusons un gros retard là-dessus parce qu'au niveau de l'Union internationale des télécommunications, il fallait arrêter le 15 juillet en 2015. Il fallait cesser toute utilisation de l'analogique. Bon. Donc, nous nous sommes engagés dans un grand projet. Un grand projet de télévision numérique. Et ce projet a démarré par quelques actions. Je prends un peu le cas des Chinois, StarTime, qui nous a aidés, n'est-ce pas, à réaliser un certain nombre d'émissions, à équiper un certain nombre de structures, parce que on a déjà un émetteur numérique ici, un émetteur numérique à Douala, et ça fait donc qu'il y a une progression. Alors, je vous avais vu une délégation chinoise ici dernièrement, qui justement veut relancer les travaux pour que nous puissions avoir notre télévision nationale terrestre. Parce que ce qui se passe en ce moment, nos émissions passent par le satellite. Et quand le satellite réémet, on a des difficultés par endroit. Parce qu'il faut avoir un décodeur. Là, peut-être c'est l'infrastructure. Mais la télévision a un problème aujourd'hui, si c'est un problème. Les médias sociaux. Il faut se réinventer par rapport à ces contenus qui viennent de partout et qui sont plus rapides que cet outil que vous avez. Le milieu professionnel a changé. Comment faire pour la CRTV? Vous savez très bien que sur le débat, c'est le front qui est ouvert à tous les médias du monde aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons un côté où on fait de l'information de plaisance et qui passe par les réseaux sociaux et qui, malheureusement, dénature la qualité de l'information structurée, l'information pure. C'est-à-dire que l'information qui porte un symbole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai lu un article d'un journaliste anglais qui a dit le seul remède en ce moment, c'est la qualité de nos productions. Il faut donner de la qualité à nos productions parce que c'est un phénomène émergent, dangereux pour nous, pour la presse traditionnelle, mais et comme ça entre dans les grandes industries, parce que tous ces gars-là, il faut s'y faire. Voilà, c'est des grandes industries, il est difficile de mettre fin à ça. Maintenant, nous devons nous battre par la qualité de nos productions. J'allais dire que la question de la perspective, celle du futur, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une société liquide. Ça veut dire que, primo, la CRTV ne doit pas faire, je dirais,
la course à la mode. C'est-à-dire une rupture avec la mode. Demeurer dans ce que je pourrais appeler dans le nouveau et vétéran. C'est-à-dire avoir une tradition, elle en a déjà, qui est en permanence... Mais pendant ce temps, les autres avancent, hein, les nouveaux médias, non, ça je veux avance. dire, non, Si avoir vous la restez dans votre tradition, personne ne va vous suivre. Une tradition vous qui perdez les publics. une tradition qui se renouvelle. Et maintenant, comme a dit, parce que ce serait mal prendre, la tradition n'est nulle part, n'est pas statique. La tradition est tradition parce qu'elle se renouvelle. Et tantôt, Jean-François parle de la qualité. Ça veut dire qu'il faut miser ça, c'est sur un philosophe la qui qualité. Parle. La tradition se renouvelle. Se renouvelle. C'est philosophique, ça. Et que ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas balayer cet héritage de 40 ans pour courir derrière une société liquide. Il faut tenir compte de cette société, de cet héritage pour pouvoir affronter les nouveaux aréopages. Et maintenant, je n'ai pas fini. Je vais dire que d'un autre côté, il faut se réapproprier l'espace jeune. L'espace jeune par l'éducation, par le divertissement, je veux dire que par des émissions qui structurent. Parce que sans ça, on risque de perdre, ça veut dire qu'on risque de perdre, je ne sais pas, il risque d'avoir un hiatus, parce que c'est cette partie, cette stratification de la société qui doit être, oui. Juste un détail. Le détail, c'est quoi? Le détail, c'est que quand il faut parler de la qualité de la production, il faut diversifier. Nous avons, à cet effet, si nous avons, par exemple, nos documentaires, n'est-ce pas, professionnels, si nous avons nos séries, si nous avons nos feuilletons, etc., à partir de là, l'audience ne va pas beaucoup s'éroder. Parce que ces jeunes qui vont supposons que c'est des jeunes, ceux qui vont sur les réseaux sociaux ont besoin de divertissement. Mais si vous avez une série qui passe, si vous avez un film qui passe, si vous avez un bon documentaire qui permet aux gens, qui améliore les connaissances des gens, des téléspectateurs, etc., ils vont rester accrochés. Je disais tantôt que pour revenir sur la tradition liquide dont il parle, elle est faite de beaucoup de superficialité. Les contenus sont superficiels par rapport à nos cultures à nous. Donc, il faudrait que la production à la CRTV revienne au niveau des contenus. Les contenus, n'est-ce pas, au niveau des émissions. Vous avez tantôt parlé, n'est-ce pas, d'un média social. Et effectivement, nous ne connaissons pas l'eau chez nous. Que la CRTV devienne un peu cet outil pédagogique mémoriel pour le Camerounais lambda d'abord, avant de verser au niveau des enfants. J'ai réalisé que la plupart des dessins animés que nous avons sont des dessins animés importés. Quand on veut parler de l'Afrique, ce sont des animaux qui s'expriment en lieu et place de l'Afrique. Pourquoi ça? J'ai posé ça quelque part, la réponse qui m'avait été donnée n'a pas été satisfaisante. Pourquoi ne pourrait-on pas prendre des petits noirs comme vous et moi, qui s'expriment à la télé, qui jouent à l'heure de dessins animés, qui disent ci, qui disent ça, pour amener nos enfants à comprendre qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons. Il faudrait que la CRTV ne se dénature pas. C'est vrai, c'est l'ère du digital, c'est l'ère du numérique et tout ça, mais on peut classer ça au niveau de la technique, mais rester réel, rester nous-mêmes au niveau des contenus de la production. Je vais revenir sur une histoire qui me tient encore jusqu'à présent, c'est la réécriture de notre histoire, par exemple. Bon, il y a 1000 pages qu'on nous a promis. Moi, je ne les ai pas feuilletées encore parce que lorsque je suis la journaliste, l'historienne, qui est l'une des chevilles ouvrières de la réécriture de l'histoire, elle nous dit qu'elle n'est pas rentrée dans un travail mémoriel. Elle nous dit qu'on n'a pas établi les responsabilités. Elle nous dit qu'ils ne sont pas un outil juridique. Elle nous dit également que là, simplement, ils ont fait un travail linéaire. Moi, ça ne me satisfait pas. Si l'histoire ne peut pas établir les responsabilités, d'où viendraient donc les réparations? Donc, vous comprenez que, quelque part un peu, nous vivons dans une société galvaudée où notre culture le demeure encore et nous avons besoin des contenus télévisuels pour arranger cela. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Je dois partir dans le Septentrion et là, je prends ma fille. Je lui dis, on s'en va puisque je vais pour 4 ans, je ne peux pas te laisser ici. Cette fille m'a fait une scène pendant près d'une semaine. Elle a commencé à pleurnicher ici.
Je lui ai même offert un voyage de rêve en me disant, bon, laissons le train, prenons un peu Camerco, arrivons. Non, même dans l'avion, on n'a pas d'idée. On arrive, c'est lorsque nous survolons, n'est-ce pas, la capitale régionale du Nord, que je la vois un peu changer d'attitude. Elle réalise quand même qu'il y a civilisation et que nous allons là où des hommes comme nous vivent. Et on arrive, elle est étonnée de réaliser qu'à l'aéroport, il y a des pancartes, des gens qui viennent à l'accueil. On choisit un véhicule qui nous mène, n'est-ce pas, à notre lieu d'hébergement. Et réalise que lorsqu'on arrive, la chambre elle est proprette, elle est bien et tout. Et puis, on nous sert un repas, on va au restaurant. Le lendemain, je sors faire des courses pour nos petits-déj. Elle me demande, où est-ce que tu as appris ça? J'ai dit, mais il y a des alimentations ici. Elle me dit, ah bon? Et tout de suite, la déridée. 2 jours après, je lui demande, mais qu'est-ce qui t'a même fait pleurer depuis que je t'ai annoncé que tu partirais de Yaoundé pour ici? Elle m'a répondu, non, c'est que tu vois, chaque fois que je regarde la CRTV et qu'on parlait du Nord, je vois toujours des casettes rondes comme ça, là, en pleine savane. J'ai cru que c'est là que nous allions. Alors j'ai dit, mais dis donc, ce que la CRTV présente à nos enfants, c'est catastrophique. Donc j'ai dit, au niveau de la production, revenons sur nos contenus. La CRTV n'est pas un réseau social. Nous n'allons pas courir après les ondes des quartiers parce que tel a dit ceci, tel a dit cela. Non. Il faudrait que la CRTV conserve son label qui est celui d'éduquer les masses, celui de socialiser les Camerounais et celui de nous mener vers des succès achevés et non celui qui court après la concurrence. Alors, moi, je voudrais dire très rapidement, ce que j'écoute là me fait froid au dos pour l'avenir de la CRTV. Mais la CRTV de demain... C'est des points de vue, hein? Oui, que je respecte. Voilà. Même si je ne partage pas certains éléments de ces points de vue-là. La CRTV de demain est appelée à s'adapter au changement des évolutions du monde aujourd'hui, du monde de la communication de manière générale. La CRTV de demain ne se fera pas avec les hommes du passé et des passés. C'est avec la jeunesse. C'est avec la jeunesse. Et aujourd'hui, il me semble que le top management met un accent particulier. J'ai la ferme conviction et la faiblesse de penser que le top management de la CRTV a très bien compris. Les effectifs aujourd'hui à la CRTV sont juvéniles. Mais ce sont ces jeunes-là qui font la télévision. Parce que ces jeunes, maîtrisent l'outil informatique, maîtrisent les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, le monde va vite. Ce n'est pas normal pour une télévision d'État, publique, de courir derrière l'information. Donc même les acteurs doivent s'adapter. Parce que qui ne s'adapte pas aux nouveaux changements court le risque d'avoir les mots avec M-A-U-X, n'est-ce pas, de ces changements-là. Donc il va falloir s'adapter. Maintenant, les gens ont parlé des contenus, des programmes. Oui. Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de la CRTV en termes de production. Parce qu'aujourd'hui, la CRTV manque véritablement de production. On peut se contenter un tant soit peu de quelques productions, parce que quand vous prenez votre kaléidoscope et que vous regardez très rapidement les téléfilms camerounais, Ntafil, quoi encore, Esola, je ne sais pas moi, Jafet et Ginette, lorsqu'on les projette à la télévision dite numérique de 2025, mais ces films-là ne sont plus vendables. C'est des choses dépassées. Qu'est-ce que la CRTV est capable de proposer de mieux en termes de couleurs, en termes de costumes, en termes de contenu véritablement pour ce programme? Moi, je regrette, je vais le citer sur votre télévision, je regrette par exemple qu'il y a un programme qui est bien suivi aujourd'hui qui s'appelle La bataille de Chéri. Pourquoi ce n'est pas diffusé à la CRTV? Vous savez que cette affaire-là est très écoutée. Partout ailleurs. Pourquoi la CRTV ne peut pas acheter un programme comme ça? Bon, j'ai pris ça au hasard, hein, je ne fais aucune publicité. Mais je dis qu'il y a des choses que la CRTV est capable de faire. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que je félicite à sa juste valeur l'offre du nouveau top management avec un directeur général des journalistes à la base. Il vous a dit entendu, Jean-Baptiste. Il vous a dit entendu. Pour dire que M. Charles Ndongo achète aujourd'hui des programmes ailleurs. Parfois dans le privé. Ce qui est normal. Quand vous regardez, par exemple, ce qu'il est allé chercher, par exemple, Madame Bodion, qui était là pendant le 40e anniversaire.
pour proposer aux Camerounais. Donc, on veut des offres comme ça, mais il faut que la CRTV elle-même soit capable de produire des choses qui peuvent être également vendables et rentables mais ça se fait pour le Cameroun. Nous allons sur le deuxième sujet qui est inscrit au débat ce soir. Le sous-préfet d'Idaba Toewane Roland Eke, kidnappé en date du 1er octobre 2024 par des présumés séparatistes, a été libéré lundi dernier aux environs de 19h. D'après certaines sources, l'administrateur civil dont la tête avait été mise à prix par ses ravisseurs a été conduit dans un premier temps au camp du Bir à Jabané et où il a pris la route de Boya en bon état de santé malgré la perte de poids visible. Alors, en lisant Mutation, Émergence, Réalité Plus, on apprend qu'il a été reçu par le MINAT le mardi 18 mars. Et selon le quotidien, cette libération s'est faite sous le sceau du chef de l'État. Que savez-vous des conditions de libération du sous-préfet Wane? Vous avez plus d'informations? Ben à ce niveau-là, puisque c'était un rapt, donc c'était pas passé, ça s'est pas déroulé devant les yeux, je veux dire devant tout le monde. Mais il faut dire qu'il s'agit d'une zone très dangereuse, c'est-à-dire des marais, une zone des marais truffée de rebelles nigérians, une zone des marais truffée de gangsters et des grands bandits. Alors, c'est une zone suffisamment dangereuse. Alors, je pense que le problème que nous avons quelque peu laissé Bakassi aux Nigérians. Parce que quand vous allez là-bas, 80% des pêcheurs, ou 90%, sont des Nigérians. Bon, il y avait une date butoir à laquelle ils devaient tous rentrer, où tu signais la nationalité camerounaise, ou alors tu rentrais au Nigeria. Pourtant, il y a eu un projet d'occupation de Bakassi après la signature du signature. Il y a eu un projet d'occupation. Le terrain n'est pas très favorable. Donc, il faut beaucoup investir pour valoriser Bakassi. Alors, donc, les Nigérians qui sont donc là et qui sont majoritaires posent d'énormes problèmes à nos autorités. Parce que ces gens-là n'obéissent pas à nos autorités. Parce qu'ils estiment qu'ils sont Nigérians, alors qu'ils s'enrichissent au Cameroun, ils sont installés au Cameroun. Alors, je crois que c'est un problème qui préoccupe le président de la République, parce qu'il faut que Bakassi puisse connaître une évolution évidente et une structuration administrative, mais la tolérance là, c'est ça qui nous met en difficulté, la tolérance. Parce que tous ces gens-là sont là par tolérance, et nous on n'a pas de pêcheurs, etc. Et les populations de la périphérie ne sont pas nombreuses pour essayer de bousculer par des activités suffisamment porteuses, etc. Alors, lorsqu'on écoute Jean-François Mebenga, on a l'impression que cette affaire, ça n'a rien à voir avec la crise que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les ravisseurs seraient venus d'ailleurs. Mais oui. D'abord, vous nous avez posé une question tout à fait piège. Vous savez qu'on est à la lisière entre le secret défense et l'information nette. Vous croyez que si je suis au courant des conditions de libération, je viendrai à la télévision ici dire comment on a pu libérer cet otage-là? Tout au moins les indices. Non, même les indices, pas du tout, parce que nous sommes dans la télévision publique nationale, il faut faire extrêmement attention. Ce qu'on peut dire, c'est de se réjouir que M. le sous-préfet soit revenu sain et sauf, même s'il est maigri, il a retrouvé sa famille et c'est tout le bonheur. Qu'on peut dire happy end. Maintenant, les négociations qui se sont déroulées pour qu'on arrive à ce happy end, on n'a pas certainement le fin mot, mais on croit sincèrement que c'était un représentant de l'État et du président de la République à la base. Et donc, de ce point de vue, Monsieur le Président de la République en personne suivait de très près ce dossier-là pour qu'il soit libéré. N'oubliez pas qu'il n'a pas seulement été kidnappé seul. Il y a quand même un conseiller municipal qui n'est toujours pas retrouvé, en tout cas qui n'a pas encore été libéré par ses ravisseurs. Alors, les conditions dans lesquelles ils ont été pris, on peut s'en interroger. Sans coup de feu, comment on peut kidnapper un sous-préfet qui est supposé être entouré
dans sa on revient circonscription. plus sur les conditions Voilà, c'est ça, on peut s'interroger. Oui. Mais maintenant, Jean-François a dit beaucoup de choses concernant le développement de cette zone de Bakassi, où il y a bien des arrondissements là-bas. Il n'y a pas que, n'est-ce pas, Ida Bato, il y a Isangélé. Moi j'ai été là-bas. Moi j'ai déjà été là-bas. Parce que les gens parlent de Bakassi, d'Isangélé, ils n'ont jamais été sur le terrain. Moi j'ai été sur le terrain avec le ministre Bidon. À l'époque, il était ministre de la Jeunesse. Nous sommes allés lancer une année, ça fait une dizaine d'années, nous sommes allés lancer une fête nationale de ce point de vue là-bas. Donc je connais les constructions de là, je connais les structures administratives qui ont été construites là-bas. Je peux vous dire que entre le chef-lieu du département d'Undiane et Bakassi, la route est exécrable. Il n'y a pas de route. D'abord, à commencer par là. Il n'y a pas de route. Alors vous voulez le développement sans route, comment? Il fallait qu'il y ait des politiques publiques pour développer la zone Bakassi à partir du moment où Bakassi est devenue camerounaise. Alors ça, on n'a pas beaucoup avancé de ce point de vue-là. Docteur Gono, cette affaire n'a pas de rapport avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si je m'en tiens aux déclarations des autorités administratives, au premier chef, le gouverneur du sud-ouest, non. C'est des bandits nigérians qui sont venus ravir les nôtres et les ont amenés au Nigeria. Mm-hmm. En tout cas, on a vu l'administration être là sur le terrain dès que c'est arrivé. Le gouverneur a vraiment mouillé le maillot. On a vu aussi le ministre de l'AT et naturellement le président et toute la diplomatie. On ne peut pas dire que ça n'a pas de rapport avec, comme a bien dit Jean-François, c'est une zone mouvante. Et dans une zone mouvante, il y a du tout. Il faut quand même rappeler que le 18 mars, le comité de suivi des résolutions du Grand Dialogue National s'est retrouvé. Les membres étaient là pour évaluer un peu ce qui est fait. On se félicite du rythme, de l'avancement du processus de construction dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand on regarde donc ces activités connexes qui se produisent, nous avons des rapts, etc. Est-ce que ça ne pose pas un problème au processus, au plan de reconstruction du NOZO? Est-ce que ça ne crée pas une psychose? Est-ce que ça ne ralentit pas le rythme du travail? Cet espace dont nous parlons est un milieu frontière. Et à la frontière, c'est un melting pot. Vous avez des gens de plusieurs nationalités qui se retrouvent là. Et les langues qui se parlent là sont des langues camerounaises autant que nigériennes. Quand vous partez de Bakassi, Cap Cameroun, jusqu'à Manoka d'ailleurs, il y a un pidgin qui se parle, mais ceux qui parlent, la langue qui se parle là, c'est laquelle? C'est une forme de douala qui se parle partout là. Donc, indépendamment maintenant de l'anglais que certains peuvent parler, le français, ce qui est certain, c'est qu'il y a une force anthropologique à cet endroit-là qui est indéniable et il est difficile parfois d'aller contre, même lorsqu'on se veut être un gouvernement. Il est difficile de dire qui est camerounais, qui ne l'est pas, qui est nigérian et qui ne l'est pas. C'est pourquoi, après les accords du Green Tree, lorsqu'il fallait reconstruire, on a bien demandé à certains soit de prendre la nationalité camerounaise ou nigériane, parce que justement, lorsqu'on est là, on est perdu, on ne sait pas à qui concrètement on a fait, parce que des deux côtés de la frontière, vous avez les mêmes familles, vous avez les mêmes populations, et qui ont les mêmes activités, ce sont lesquels ils sont tous pêcheurs dans les marais de mangrove. Mais sauf qu'en face, quand même, les conditions de vie sont plus viables. Vous avez les routes, vous avez... Justement, c'était une politique stratégique du Nigeria qui voulait s'accaparer Bakassi à une période, parce que vous savez, lorsque l'État ne s'applique pas quelque part, ça devient quelque part une zone de non-droit. Donc, le Nigeria, voulant s'accaparer Bakassi, avait tout fait. De moderniser le coin, mettre les routes des écoles, il y avait déjà un drapeau nigérian, nous le savons tous. Mais après, justement, le conflit, il a été établi que toutes ces routes et tout ce qui s'est passé là reviennent au Cameroun. Et nous avons une administration camerounaise qui devrait s'y installer, mais l'installation a été assez tatillonne. Et c'est ça qui a créé problème aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on rapte un sous-préfet. Nous avons eu celui de Kombo Abedimo qu'on n'avait jamais pu récupérer et toute sa suite. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu une diplomatie qui s'est déroulée entre le Cameroun et le Nigeria. Au-delà de la diplomatie, il y a eu des méthodes fortes. Nous avons suivi la sortie du gouverneur du Sud-Ouest qui a estimé qu'il fallait que le commerce s'arrête, fermer la frontière. Ou vous libérez le sous-préfet, ou plus rien ne se passe. Alors quand il n'y a pas de mouvement à la frontière, c'est l'asphyxie de part et d'autre, et beaucoup plus de l'autre côté, parce que c'est eux qui viennent s'enrichir au Cameroun.
Alors, c'est ceux qui viennent du Nigeria qui avaient des problèmes parce qu'ils n'arrivaient plus à écouler leurs produits. Il y a eu ça, cette méthode forte. Il y a eu également une diplomatie de proximité qui a été très forte entre les gouvernements camerounais et nigérians pour que le sous-préfet revienne. Comme on a coutume de dire, on met en place des règles spéciales pour des situations spéciales. Qu'on va attribuer cet acte-là à un acte de banditisme, est-ce que ça ne va pas gêner le processus de construction du Nord-Ouest? Vous me coupez alors que je n'ai pas terminé. Je voudrais simplement vous souligner qu'il y a ce qu'on appelle l'élargissement de la sphère de conflit. Lorsqu'il y a conflictualité quelque part, ce qui est certain, c'est que vous aurez des actes isolés de brigandage qu'on pourrait attribuer aux conflits existants déjà. Alors, comment est-ce que... parce que c'était un conflit asymétrique. Comment la symétrie se conflit? Elle recrute toutes les petites bandes armées, tous les petits bandits qui circulent alentour et forment, n'est-ce pas, une force. Même si les rapports de force sont disproportionnés par rapport à l'armée régulière, elle se livre donc à ce type de brigandage que vous avez vu, les rapts, parce que là, il est question de la spoliation des ressources, de la prédation des ressources. Donc, c'est à ça que ces brigands se livrent. Donc, on ne saurait aujourd'hui dire que ce rapt n'est que le fait des bandits et n'est pas associé au conflit qui existe déjà. Et à chaque fois, justement, que vous réalisez qu'il y a déjà des prises d'otages et des demandes de rançon, ça veut dire que la symétrie est en train de tomber par elle-même puisqu'on a déjà des acteurs visibles que nous pouvons désormais identifier. Merci. Donc, est-ce que ça ne bloque pas la construction des travaux? D'une part, oui, de l'autre, non, si justement nous avons une réelle volonté politique qui permet de militariser, de sécuriser le milieu et de pouvoir continuer avec les travaux qui ont démarré et qui sont déjà perceptibles du côté de nous. Oui, je crois que d'après les manifestations visibles au niveau de ces jeunes qui étaient en brousse, ils sont en train de sortir, ils sont en train de déposer leurs armes pour entrer dans une autre phase de cette guerre, c'est-à-dire former ces jeunes pour qu'ils puissent avoir accès aux emplois. Il y a eu guerre, fut-elle, c'est pas asymétrique ou une guerre de maintien de l'ordre ou contre une rébellion, etc. Mais il y a eu guerre, et lorsqu'il y a une guerre, l'histoire nous apprend qu'il y a toujours une économie de guerre. Une économie de guerre qui se constitue de plusieurs manières. Vous avez des gens qui font la ronde pour vendre du cannabis et d'autres formes de drogue. C'est une piste marchande qui part de chez nous jusqu'au Nigeria. Donc, les individus contrôlent ces réseaux-là, n'est-ce pas, pour s'enrichir. Vous avez ceux qui vivaient d'une espèce de rente de guerre. Je prends le cas d'un monsieur, d'un grand homme d'affaires, d'Ampouldo, qui, chaque fin du mois, payait ces gars-là pour pour bénéficier d'une certaine protection, toujours de la main de leur part. C'est-à-dire que les gars viennent, ils vous demandent de payer la taxe de guerre. Et vous leur versez de l'argent et vous êtes tranquille. Alors, à la CDC, les gens ont essayé de résister. Vous avez suivi les dégâts qui ont été portés à la CDC et qui a des problèmes. Le chef de l'État a dû envoyer un fonds spécial pour essayer de remonter cette grande entreprise. Parce qu'il y a donc des réseaux de l'économie de guerre qui se sont constitués. Et ces gens-là ne veulent effectivement pas que la guerre finisse. Il faut que ça continue, ça leur permet de vivre. Il y a des gens qui ont commencé à livrer des armes. Ces gens-là vivent de cela. Donc, il y a cette économie de guerre, les tenants de cette économie de guerre qui continuent de mettre du désordre. Mais le retour à la normale est en bonne voie. Le dernier point de scène de presse porte sur le sport et principalement la Coupe du Monde 2026. J'imagine qu'autour de cette table, nous avons des sportifs. Vous aimez bien le football. Selon le site camfoot.com, les Swatini a tenu la dragée haute face au Cameroun mercredi lors de la 5e journée des qualifications du Mondial 2026. Fade et insipide, ce sont les adjectifs par lesquels on peut décrire ce match. Un match nul 0-0 entre les deux nations. C'est une grande victoire pour ce petit État de l'Afrique australe puisque il a eu son premier point en 5 matchs. C'était un match piège pour le Cameroun en Afrique du Sud. Le match des Lions qui s'est joué suscite, comme vous le constatez, beaucoup de commentaires. Alors, au terme des matchs qui sont joués jeudi, nous rappelons que
le Cap-Vert est en tête avec 10 points. Le Cameroun suit avec 9 points. La Libye avec 8 points. L'Angola, 7 points. L'île Maurice, 4 points. Et puis Swatini, c'est 1 point. Donc on a perdu la tête de notre groupe. Pour autant, on n'a pas perdu la qualification. Oui, mais il y a la Libye qui est en embuscade, puisque la Libye a en ce moment 8 points. Si lors de sa prochaine rencontre, je crois que c'est face au Cameroun, mardi prochain, si la Libye venait à gagner, la Libye va passer devant le Cameroun, ce que je ne souhaite pas. Je souhaite que les Lions indomptables gagnent pour essayer de garder l'espoir de qualification. Mais pour revenir sur ce qui s'est passé, on avait déjà l'impression qu'on avait un peu tourné le dos à la chronique des faits divers autour des Lions indomptables. Mais le match de l'autre jour en Afrique du Sud nous a donné encore à voir un spectacle tout à fait désolant dans la tanière. D'abord, le simple voyage qui a été tumultueux, prévu pour quitter à Yaoundé dans la mi-journée. Ils ont quitté très tard le soir pour arriver en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, ils n'ont pas pu loger, soit dit-on, dans un hôtel qui leur était réservé. Ils ont pris la route, fait 300 km de route pour arriver au lieu du match. Mais ils ont de belles routes là-bas. 300 km, c'est rien en Afrique du Sud. Ne pensez pas que 300 km, c'est Yaoundé-Douala en Afrique du Sud. Il faut le dire aux gens. Mais aller au stade, mais jusque-là, ça fatigue le corps. Et on a vu le rendement sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez que un pays qui a passé le temps dans notre groupe a distribué les points, distributeur automatique de points. Justement, nous sommes dans une compétition. J'ai l'impression que les Lions ils ont fait jeu égal. Ils ont fait jeu égal. C'est une confrontation. Ils sont sur le terrain. C'est des acteurs qui s'affrontent. On a l'impression que les Camerounais n'acceptent pas les résultats qu'on a au football. Les autres ne viennent pas s'amuser. Non, je vous rappelle que le Mali avait donné un score fleuve de 6-0 pratiquement à cette équipe-là. Nous avons donné à cette équipe 1 point. Et c'est une dernière des équipes dans notre poule. Le Cameroun a une constellation de stars aujourd'hui, mondialement reconnue. La prestation que le Cameroun a faite en Afrique du Sud n'est pas bonne du tout. Est-ce que vous comprenez la prestation des Lions indomptables? Non, elle n'est pas bonne. Non, en fait, je vais dire que j'ai regardé le match. J'ai lu, peut-être pas j'ai lu qu'en mon tribune, sans aucune publicité. L'entraîneur reconnaît qu'on n'a pas fait un bon match. Et il reconnaît en fait qu'il y a eu des apories. Les apories ici, je vais dire le long voyage, et puis le manque de repos, et le manque d'entraînement. Ils ont fait un décrassage, et on l'a senti pendant la prestation. Et naturellement, nous devons dire aussi qu'il y a eu un piège, parce que quand on dit tout ce qu'il y a eu un piège. Le Cameroun devrait attaquer, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas aller avec l'idée que nous jouons avec le dernier de notre poule. Il fallait attaquer pour marquer des points. Je crois qu'il y a eu un contexte. Est-ce que les joueurs avaient même les ressources? Il y a eu un contexte, il y a eu cette défaillance physique en quelque sorte, parce que les joueurs estiment que ils ont passé beaucoup de temps dans des avions, ils sont partis de là où ils jouent, d'Europe particulièrement, ils sont revenus au Cameroun, et du Cameroun il fallait repartir, etc. Donc ils ont trouvé que c'était des tours inutiles, ils auraient dû aller directement en Afrique du Sud, et ils auraient eu le temps, au moins un jour de repos. Donc là, ils n'ont pas eu de repos, et puis moralement, à cause de ce dysfonctionnement apparent, ils ont été quelque peu déçus, etc. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on les prenne au sérieux. Et eux, ils sont engagés dans une compétition, mais il faut quand même que ceux qui l'entourent aient le même souci. Donc, c'est un peu ça. Ils n'ont pas été vraiment motivés à la fin. Et il y a quand même espoir qu'on va se maintenir à la tête du groupe, hein? Oui, c'est vrai. Quand vous m'avez parlé de ce sujet hier,
Je n'ai pas voulu justement faire des théories mathématiques comme M. Gaï, parce que je me suis dit, ça c'est les Camerounais, si ceci et si cela, alors il y aura ceci. Ça m'a fatigué lorsque vous avez fait appel à ce sujet. C'est pour vous dire que nous avons là de communier toujours avec ce qui était bizarre hier. Je ne sais pas pourquoi nous avons beaucoup de peine avec le changement chez nous. Essayons souvent de nous inspirer du passé pour nous préparer aujourd'hui et pour prévenir, n'est-ce pas, le futur. Hier, on avait ces histoires de déplacement par avion, des retards, c'est ce qui nous créait des problèmes. Pourquoi ne pas pallier ça aujourd'hui? D'où est-ce que ça sort encore? Depuis que l'entraîneur Marc Brice est arrivé, il y a longtemps qu'on ne conjuguait plus ce genre de verbes et qu'on ne se livrait plus à ce type de théories mathématiques-là. C'était simple. À chaque fois qu'il y avait une rencontre, on savait que nous étions bien partis et puis ça se passait comme on attendait. Et il vous dit très bien que le match n'a pas été celui qu'ils attendaient. Tout le monde sur le plateau évoque la fatigue. Tout le monde évoque que les joueurs moralement étaient mal en point. Essayons de réarmer cette équipe-là moralement. Essayons de leur donner le repos qu'il faut avant d'affronter la prochaine échéance. Et je crois que le tour sera joué. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Nous avons un très bon entraîneur en ce moment. Je sais que j'écorne le moral de certains lorsque je le dis. Et surtout Jean-Baptiste, il veut dire... Nous avons un très bon entraîneur en ce moment. Franchement, donnons-leur les moyens qu'il faut afin que les résultats suivent. C'est tout ce que j'ai à dire. Et la sérénité, j'aime son intervention. La sérénité entre la Fédé et le ministère des Sports. Ça veut dire que la Fédé doit travailler avec sa tutelle, main dans la main, pour les futures batailles. J'aime son intervention, elle arrondit bien les angles. Vous savez, moi je suis également patriote, j'aime nos Lions indomptables parce que le seul parti politique, on a parlé des partis politiques dans un débat, le seul parti politique qui réunit les Camerounais, c'est quand même les Lions indomptables. Et donc quand ils jouent, tout le monde se reconnaît là-dedans. Et donc de ce point de vue, souffrez que des Camerounais puissent émettre des avis durs lorsque notre équipe n'a pas pu faire une prestation qui était, je crois, attendue. Moi, c'est simplement mais ça. Mais dans un contexte particulier qu'on peut comprendre, non? Oui, voilà. mais il y a un président de la FIFA, je crois, c'est Sepp Blatter, qui disait que le résultat en football sur le terrain, c'est généralement 40%. Mais 60%, c'est l'environnement. Alors, l'environnement, pour qu'on gagne ce match-là, n'était pas un bel environnement. On a parlé tout à l'heure du manque d'entraînement, d'un long voyage. On a vu des joueurs se tourner le pouce à l'aéroport à jouer le damier alors qu'ils doivent jouer le ballon. Est-ce que c'est normal ces images-là? Et lorsque on vous dit par-dessus tout, et vous avez vu les images comme moi, le banc de touche, vous avez des Camerounais qui sont soudés, il y a un blanc qui est à côté, seul, isolé. Vous avez son assistant. Il a demandé que son assistant soit avec lui. Son assistant avec la main sur la joue au niveau de... Mais c'est son assistant qui l'aide. Et on a très bien vu qu'il n'a même pas communiqué une seule fois. Je peux me tromper si je me trompe, qu'on me reprenne, avec son adjoint camerounais, Ntungu Pile. Même sur les changements. Donc il y a là manifestement quelque chose qui ne va pas entre, d'une part, la tutelle et la fédération. Et les gens doivent s'asseoir parce qu'on ne veut pas de ce spectacle. Les Camerounais ne veulent pas de ce spectacle. Le président de la République, dans son intervention, dans son message à la jeunesse, le 10 février, l'attaque de son discours, c'était sur les Lions indomptables. On voudrait que ces gars-là jouent dans une sérénité parfaite. Et il faut améliorer, aménager les conditions d'expression des Lions indomptables. Nous avons un match mardi au Cameroun. On ira les supporter. Mais de grâce, ne nous offrez plus cette joyeuse pagaille. On va dire merci à Michel Dikoumé qui a honoré ce rendez-vous, Dr Basile Ngono, Jean-François Mbenga et Jean-Baptiste Biaye, qui parlent avec le cœur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite des programmes sur la CRTV.